je vais enregistrer la rencontre pour les autres qui n'ont pas pu se présenter et puis partager mon écran et on va commencer. On est donc rendu au chapitre 30 qui s'intitule « La trajectoire des flocons de neige ». Alors, on est à Londres la nuit suivante. Donc, au chapitre juste avant, le chapitre 29 qui s'appelle Madame Victoria, on était à Paris. Donc là, on est à Londres le lendemain. Il pleuvait. Van Gogh courait sur le pont. 3 hommes étaient encore derrière lui. Il les vit à nouveau à la lumière d'un train qui arrivait dans l'autre sens. On ne l'avait pas lâché depuis le début de la nuit. Donc là, il est pourchassé par des gens, on ne sait pas exactement qui. Des dizaines de voies ferrées emmêlées couvraient toute la largeur du pont. Donc on comprend qu'on est près d'une grande gare. Van Gogh était descendu en marche juste avant la gare de Cannon Street. Ses poursuivants avaient sauté très vite après. Il se trouvait maintenant à courir entre les rails de ce pont ferroviaire au-dessus de la Tamise qui est le fleuve qui coule à Londres. Il voyait au loin le halo de lumière des docks. 3 fois, Van Gogh avait cru leur échapper. Il les avait d'abord vus entrer dans l'auberge où il commençait à peine à travailler. Il venait de traverser l'Europe, du sud jusqu'au nord, égaré, ne vivant que la nuit. Il n'avait plus un sou depuis longtemps. Il se nourrissait dans les arrière-cours des immeubles. C'est là, dans les faubourgs de Londres, alors qu'il fouillait dans les restes de légumes, que le patron du Blue Fisherman lui avait proposé de l'embaucher pour faire la vaisselle. « Tu sauras faire? »« Oui. »« Alors, viens demain. » Van Gogh avait accepté. Avec quelques pièces par jour, il finirait par pouvoir acheter le billet de train dont il avait besoin pour continuer vers le nord. Donc, au nord de Londres, peut-être qu'il voulait continuer pour se rendre éventuellement jusqu'à Etel. Alors, dès le 3e soir, ils entrèrent dans le restaurant. Le « il », on peut imaginer que c'est les personnes qui pourchassent Van Gogh. Ils avaient sûrement suivi Van Gogh dans la rue et repéré l'endroit où il travaillait. 5 ou 6 clients étaient attablés dans la salle. Les visiteurs allèrent droit vers la cuisine. À la porte, le patron voulut les arrêter. « S'il vous plaît, on n'entre pas ici. » Il reçut un coup à la tempe, donc ici, et s'écroula sur le sol. Quand ils entrèrent, le cuisinier leva les mains en l'air, avec une carotte à chaque bout. « Je me rends, je me rends. »« Tais-toi. C'est moi que vous voulez? »« Non, c'est l'autre. »« Prenez-le, je ne le connais pas. » Ils lui enfoncèrent un navet énorme dans la bouche pour le faire taire. « Cette fois, c'est pour moi, » se dit Van Gogh. Il était piégé au fond de la cuisine, une longue pièce en cul-de-sac, donc il ne pouvait pas sortir, il n'y avait pas de porte. Ils étaient 4. Il leur jeta une à une les assiettes sales et les plats de fonte qui s'empilaient à côté de lui. Le cuisinier avait roulé sous un garde-manger. Manquant de munitions pour freiner leur avancée, Van Gogh renversa l'eau de vaisselle bouillante et graisseuse sur le sol. Il parvint à s'enfermer dans la réserve en faisant basculer une table. Pendant qu'il les entendait patiner sur le carrelage de la cuisine, donc ils glissaient parce que c'était tellement graisseux, Van Gogh grimpa au-dessus de l'armoire et brisa une lucarne, donc une fenêtre, d'un coup de coude et sortit à l'air libre dans la cour. En quelques mouvements, il grimpa sur la façade vers la fenêtre qui se trouvait un étage plus haut. Les volets étaient fermés. Il monta encore un étage, puis un autre. Toutes les fenêtres semblaient condamnées. L'immeuble était à l'abandon, donc c'était vraiment un vieil édifice un peu délabré. S'essuyant le visage avec le bras, il sentit un liquide chaud qui coulait dans son cou. Le coude avec lequel il avait cassé le carreau, comme ça, saignait beaucoup. Il commençait à ne plus pouvoir bouger sa main droite. Il fourra cette main au fond de sa poche et il n'en sortit plus. Du bruit montait des cuisines. Van Gogh termina son ascension comme une araignée estropiée. Donc, estropiée, donc, elle a de la misère un petit peu. Mais avec une rapidité extraordinaire. Au dernier étage, il s'accrocha à l'un des larges volets de la fenêtre. Il voulait atteindre le toit. Il s'immobilisa. 2 voix résonnaient au-dessous de lui. « Il doit être là. Il n'a pas pu
sortir de la cour. Où sont nos Anglais? Contrairement à ceux qui avaient fait irruption dans la cuisine, ces deux hommes parlaient français. Donc, là, on peut commencer à faire des petites hypothèses. Qui sont ces hommes qui courent après Van Gogh? Donc, s'ils parlent français, ils viennent peut-être de France. On se rappelle qu'on est à Londres. Ils cherchent dans les étages, répondit l'autre. Ils vont le trouver, tu vas voir. Van Gogh sentit alors pivoter le volet sur lequel il se tenait. Hey! Fit une voix toute proche de lui. Les deux hommes levèrent les yeux vers celui qui venait d'ouvrir les deux volets de la plus haute fenêtre. On va redescendre, il n'y a personne ici. Le sale gosse, il va payer ça. Van Gogh était plaqué derrière le volet gauche, invisible, qui était caché. 4 heures plus tard, 4 heures, imaginez, ça devait être tellement long. Alors qu'il n'y avait plus un bruit depuis longtemps, il osa enfin descendre lentement vers la cour. Il avait entendu débarquer la police au milieu de la nuit pour constater l'assaut du restaurant. Le patron était déjà à l'hôpital. Parce qu'on se rappelle, ils l'ont frappé à la tempe au début. Van Gogh avait même pu assister, derrière son volet, au récit héroïque du cuisinier. On se rappelle, le cuisinier, lui, il s'est fait pousser, mettre un navet dans la bouche, puis a roulé en dessous du garde-manger. Donc finalement, il n'a pas été très héroïque ici. Il racontait comment il avait défendu le jeune employé à l'aide d'une broche et d'un couteau de boucher. Jamais je n'ai cédé, jusqu'à ce qu'il demande grâce à genoux et qu'il s'en aille. Il a inventé tout ça pour avoir l'air d'un héros. Van Gogh, un peu avant l'aube, donc le lever du jour, début du jour, le lever du soleil, se glissa dans la rue. Tout paraissait calme. La pluie était glaciale. Pas la moindre lumière. On entendait juste quelques pièces sonner dans sa poche et ses pauvres souliers dans les flaques. Mais au moment où il allait tourner le coin de l'immeuble suivant, une voiture démarra et se lança à sa poursuite. Cela ne s'arrêterait jamais. À bout de force, il courut dans la nuit sur la terre battue de la rue. La pluie élargissait les caniveaux vers le centre. Il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Le moteur grondait derrière lui. Un fracas vint couvrir ce bruit. Van Gogh crut qu'une fusillade éclatait. Tournant la tête, il comprit d'où venait le bruit. Une voie ferrée passait derrière la palissade. Sur le côté droit, un train arrivait. Van Gogh arrêta brusquement sa course, fit crisser les pneus de la voiture derrière lui. Il prit son élan, se jeta comme un lion sur les hautes planches qu'il escalada par magie. « Ne tirez pas !» cria un des poursuivants. « Ne tirez pas !» Van Gogh avait déjà sauté dans le train. C'était le premier train du matin. Il allait vers le centre de Londres. Quelques personnes somnolaient sur les banquettes en bois. Elles ne remarquèrent même pas ce garçon qui était apparu sans même que la rame se soit arrêtée. Seule une vieille dame lui fit un sourire, comme si elle savait. Van Gogh ne répondit pas. Tout lui faisait peur. Il se rapprocha de la porte. Il n'avait plus confiance en rien, ni personne. Il se serait même méfié d'un nouveau-né. Van Gogh se laissa tomber dans un coin, contre la vitre. Son bras lui faisait mal. Ce n'était plus de la pluie qui tombait, c'était de la neige. De la neige grise, éphémère qui veut dire ça ne dure pas longtemps. Donc on voit qu'elle va fondre, comme on est à la température où ça peut être de la neige, des fois c'est de la pluie, donc il ne fait pas très froid. Quelle était cette empreinte profonde qu'il laissait sur le pavé ou sur le sable, là où il passait, et qui faisait qu'on le retrouvait toujours? Donc, c'est pas vrai que c'est Paul laisse une trace, mais lui, il a l'impression que oui, parce que les gens qui le poursuivent, peu importe qui c'est, que ce soit Staline ou ces hommes français-là, tout le monde le retrouve tout le temps, peu importe il est dans quel pays. Comment avait-on repéré ces traces alors que plus rien ne le faisait peser sur la terre? Plus rien. Donc, il n'y a plus rien qui le rattache à ses origines. Ses parents, qui sont morts, le père Jean, qui est mort, mademoiselle, qui n'est plus là non plus, Zéphiro, qui a fait comme s'il ne le reconnaissait pas. Tout avait disparu. Van Gogh flottait au-dessus de tout, comme s'il n'y avait plus d'attache, plus d'ancrage. Ethel, peut-être. Ethel le retenait encore avec une attache de soie. Donc, c'est une toute petite attache, parce que dans le fond, il n'a pas parlé à Ethel de toute l'histoire, pas vraiment. Il regardait attentivement la neige tomber. Ses paupières commençaient à s'alourdir. De hautes usines fumaient au bout de terrains vagues.
Beaucoup de monde marchait maintenant le long de la voie. Il les voyait passer très vite. Il revoyait aussi la longue descente de sa vie. Quand on observe les flocons qui passent en un point, l'ennui nous submerge. Mais quand on suit un flocon, un seul, depuis tout là-haut, quand on suit sa voltige, c'est l'aventure, c'est l'ivresse. Donc, rappelez-vous, le titre du chapitre, c'est La trajectoire d'un flocon de neige, quelque chose comme ça. Ça fait référence à ce paragraphe-là exactement. Van Gogh se réveilla à la première gare. Il n'avait dormi que quelques minutes. Au moment où il ouvrit les yeux, le train se mit en marche et il vit les hommes courir sur le quai et monter à bord. Non. Il se leva. La voiture de ses poursuivants était allée plus vite que lui. La vieille dame était toujours là. Il baissa la vitre et glissa la tête à l'extérieur. La neige était mouillée, presque tiède. Il passa son bras gauche pour chercher une prise sur le toit et tira sur son seul bras, parce qu'on se rappelle que l'autre est blessé. La dame le vit alors disparaître, comme aspiré à l'extérieur, à l'instant où les hommes entraient, au même moment, comme dans les films d'action. Elle ne dit pas un mot. Ils étaient essoufflés, se baissaient pour regarder sous les banquettes. L'un d'eux se précipita à la fenêtre ouverte et regarda dehors. « Elle est bloquée, cette fenêtre, monsieur. Si vous réussissez à la fermer, dit la dame, ce sera bien pour tout le monde. » L'homme la poussa d'un doigt. Elle fermait parfaitement. « Ah, merci beaucoup, dit-elle. » Elle fit un petit signe de la tête et ferma les yeux un moment. « Pourquoi disiez-vous qu'elle était bloquée, cette fenêtre? » Elle réouvrit les yeux. L'homme approchait de son visage, menaçant. « Alors, vous n'avez rien à nous cacher, j'espère. » Les autres voyageurs faisaient semblant de dormir. Une minute plus tard, allongé à plat ventre sur le toit du train qui filait vers le pont de Cannon Street, Van Gogh vit un homme apparaître dans le vent. Il avait grimpé par la même fenêtre. « Viens ici! Qui êtes-vous? Viens ici, petit, viens tranquillement ici. » L'homme le menaçait avec son pistolet. Van Gogh commença à se diriger vers lui. Le train filait entre les pylônes. L'homme suivait chacun de ses mouvements. Le petit n'était plus qu'à 1 mètre de lui. Il rampait docilement. L'homme allait bientôt pouvoir lui toucher la main. Au moment où le train passait sous une passerelle, Van Gogh se leva tout à coup et sauta pour se suspendre à une arche métallique. Il se perdit aussitôt dans la nuit. Donc, c'est accroché à un poteau en haut de lui. Le train a continué d'avancer. On tira un coup de fusil dans l'air. C'était le signal pour ordonner à certains hommes de sauter du train. C'est ainsi que Van Gogh se retrouva à courir au-dessus de la Tamise, le fleuve, sur les voies ferrées du pont de Cannon Street. Ses poursuivants étaient d'abord passés sous l'arche sans rien remarquer. Mais un autre train avait donné l'impérieux coup de sifflet, en voyant apparaître ce garçon sur les voies. Les hommes étaient revenus sur leurs pas et avaient repris leur chasse. Van Gogh voulait atteindre la gare de Cannon Street, qui était pleine de monde dès le matin. Il pourrait se fondre dans la foule. Il gagnait du terrain. Il avait une chance de leur échapper. La pluie avait maintenant remplacé la neige. Van Gogh s'arrêta brusquement. Il venait de voir, en face de lui, quelques ombres bouger. On le prenait à revers. Il reconnut le Français et 2 autres vauriens qui avaient dû descendre à la gare suivante. Van Gogh était coincé dans l'étau, donc il y avait des gens des 2 côtés. En lui revenaient les lamentations de l'écriture. « Tu renouvelles tes attaques. Tes troupes fraîches se succèdent contre moi. » Les hommes se rapprochaient de lui. Ils étaient là. Ils pouvaient même se parler entre eux. « On ne va pas te faire de mal, » disait le Français. Des trains passaient, indifférents au drame. On voyait des visages éclairés aux fenêtres. « Mes frères m'ont déçu comme un torrent, comme le cours des torrents passagers. » Van Gogh se laissa lentement piéger, adossé au parapet. Il sortit sa main douloureuse de sa poche et la mit directement dans l'autre. Donc, il a mis ses mains ensemble. Il était très concentré. « Ne bouge pas, » répétait le Français. L'ennemi n'était plus qu'à 2 pas. Alors, c'est comme si on avait l'impression que Van Gogh avait abandonné. Il sent qu'il y a des gens qui s'approchent de lui des 2 côtés, puis attend. Il reste là. Mais non, on sait bien que c'est Van Gogh, il ne fera pas ça. Alors, il lança vers le ciel ses 2 mains soudées qu'il avait mis ensemble
et se cambrant en arrière. Il sauta enfin, survola le parapet et plongea dans le fleuve. On se rappelle qu'il neigeait juste avant, hein? La neige qui vient de la pluie, il fait quasiment zéro. Lui, il se lance dans le fleuve. Lui, il était comme, c'est pas vrai qu'ils vont m'attraper, ceux-là, là. Donc, il est parti. Au même moment. Donc, à Friedrichshafen, au lac de Constance, donc là où le Graf Zeppelin est stationné, là où Hugo Eckner habite. Le capitaine Lehmann entra dans la salle des cartes du Graf Zeppelin. Eckner y travaillait, un lorgnon sur le nez. Ça, c'est, vous savez, les lunettes qu'on tient comme ça sur un bâton avec, tu sais, juste un verre, des fois deux, en fait, ça dépend, comme ça. Le dirigeable était dans son hangar. C'est votre bon ami, Paolo Marini, qui vient d'arriver. Pardon? Un certain Paolo Marini. Il dit qu'il est votre meilleur ami. Eckner replia son lorgnon. Il eut une seconde d'hésitation avant de s'écrier. Paolo! Ce vieux boy scout! Dites-lui que j'arrive tout de suite. Mais il ne savait pas c'était qui. Il n'avait aucune idée c'était qui. Il n'a pas de billet, commandant. Il est en train de s'expliquer avec l'officier de la SS. Et moi, s'énerva Eckner en se dressant derrière la table. Est-ce que j'ai un billet? Paolo, c'est moi. C'est mon ami, mon frère, Paolo Marini. Marini, il a dit Marini. Marini, oui, 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 c'est ce que j'ai dit. Mon vieux copain de la troupe des castors. Est-ce qu'il neige, capitaine? Non, pas encore. Le capitaine Lehmann s'en alla. Il commençait à être habitué à ses amis tout à coup si nombreux que le commandant ne reniait jamais. Donc, il y a plein de gens qui se présentaient au Graf Zeppelin pour toutes sortes de raisons, qui venaient voir Eckner, qui lui demandait de venir en Zeppelin avec lui. Continuons. Eckner se remit à son bureau et balaya la carte du regard. Il n'avait aucune idée de qui pouvait bien être ce Paolo. Il savait simplement que depuis quelque temps, des amis inconnus lui arrivaient de tout le pays. Cet homme était un refuge, une terre d'accueil pour tous ceux que les nazis pourchassaient. Parce qu'on se rappelle que c'est le début ou presque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la montée du nazisme. Donc, il y a plein de gens, plein de juifs, entre autres, qui sont pourchassés. Donc, les gens veulent se cacher, les gens veulent s'enfuir, veulent changer de pays, entre autres. Il y avait d'anciens militaires, des artistes, de plus en plus de juifs. Les lois contre eux se multipliaient. Beaucoup de métiers leur étaient interdits. Ils ne pouvaient être ni avocats ni fonctionnaires. Et depuis 2 mois, on interdisait le mariage ou toute relation entre juifs et non-juifs. Eckner tentait de jouer de son influence. Il faisait tout ce qu'il pouvait. La silhouette massive et intouchable de Hugo Eckner permettait encore d'abriter dans son ombre donc étant dans le Zeppelin, beaucoup de ceux qui en avaient besoin. Eckner traversa le Zeppelin. La nuit était tombée. Dans 2 heures, il s'envolerait. C'était peut-être le dernier moment de gloire du Graf. Il allait faire un bref voyage à New York, puis reviendrait passer le creux de l'hiver au bord du lac de Constance, en Allemagne. Au printemps suivant, le monde n'aurait Dieu que pour le Hindenburg, le plus grand zeppelin jamais construit. Le monstre piaffait déjà dans le hangar, juste à côté. 250 mètres, 25 cabines, 50 passagers. La plus belle victoire de Hugo Eckner. Mais en sortant et en se retournant vers la silhouette élégante du Graf, le commandant ressentit comme un petit pincement au cœur. Il soupira. On avait annoncé quelques flocons. Il aurait bien aimé que ce soit vrai. Un jour, il y a longtemps, d'une de ces fenêtres-là, il avait appris à Van Gogh à regarder la neige tomber, donc à voir, à suivre uniquement un seul flocon et pas à regarder l'ensemble de la tempête. Si le capitaine Lehmann avait un doute sur le lien qui unissait vraiment Hugo Eckner à Paolo Marini, ce doute tomba immédiatement quand il vit les 2 hommes se retrouver. Donc au début, il disait, mon Dieu, c'est juste une autre personne qu'Hugo Eckner va sauver. Donc une personne qui veut se réfugier, qui veut s'enfuir. Mais quand il a vu la réunion entre les 2 hommes, il a fait, ah ben oui, c'est vraiment des amis, clairement. On le voyait. Les exclamations et les larmes étaient sincères. Ils restèrent longtemps dans les bras l'un de l'autre. Eckner, à la porte du hangar, avait eu un frisson de joie en reconnaissant son grand ami. « Qu'est-ce que tu deviens, Paolo? Qu'est-ce que tu deviens, vieux castor? »« Je viens voler un peu dans tes bras, mon commandant. » Un petit groupe s'était formé autour d'eux. Il y avait en particulier plusieurs soldats
quelques voyageurs allemands et l'officier du SS qui s'occupait de contrôler les passagers. Eckner dit à l'oreille de son ami: « Tu es fou, il faut des dizaines d'autorisations. Va-t'en, Zéphiro. » Donc, c'était pas Paolo, en fait, c'était Paolo Marini, mais en fait, c'était Zéphiro qui se faisait passer, il y avait une fausse identité pour pouvoir rentrer dans le Graf Zeppelin. Zéphiro, car c'était bien lui, s'écarta et prit à témoin ceux qui l'entouraient. « Vous savez ce que vient de me dire mon ami Hugo Eckner? » Eckner se figea. « Il m'a traité de fou. Vous entendez? Il dit que je ne pourrai pas embarquer. » L'officier en uniforme fit un sourire niais. Comme ça. Devant l'air alarmé du commandant, Zéphiro lui mit la main sur l'épaule. « Je plaisante, c'est ma faute. Je ne te donne jamais de nouvelles et tu ne dois pas lire les journaux. » Il fit un signe vers l'officier. « Montrez-lui la lettre. » Eckner n'a aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Eckner prit la lettre dans ses mains et la lut. Elle était écrite en allemand et en italien. Il venait de la présidence du Conseil à Rome. Elle confiait à Paolo Marini, croix de guerre des Fusilli, une sorte de pâte, et commandeur du minestrone, une sorte de soupe. Une mission spéciale pour l'amitié entre le Reich et la Grande Italie fasciste, grâce à un voyage à bord du Graf Zeppelin, symbole de la puissance du national-socialisme. On peut aussi lire les expressions « alliance glorieuse des deux pays »,« espérance infinie » et « pureté immarcessible de ses enfants », qui aurait été à pouffer de rire si elle n'avait pas été une imitation très fidèle des discours à la mode. C'était une lettre de n'importe quoi. Il avait inventé plein d'affaires. Mais ça passait. La lettre était signée à la plume, d'un trait alambiqué dans lequel on pouvait reconnaître le mot « Bibi ». Mais des lettres d'imprimerie indiquaient juste au-dessus le nom de Benito Mussolini, qui est peut-être un nom que vous connaissez. Eckner replia la lettre. Il serra la main de Zéphiro. « Alors tu es le bienvenu, Paolo Marini. Il y a justement une cabine libre pour toi. Nous partons dans 1 heure. » Ils s'éloignèrent ensemble vers le bureau du commandant. Donc, devant tout le monde, ils ont l'air heureux de se retrouver. Incroyable. On entendit en passant la voix joyeuse de Marini s'émerveiller de la beauté du ballon. Quand Eckner ferma la porte sur eux et qu'ils se retrouvèrent enfin seuls, Zéphiro le pria de l'excuser. Il posa sa petite valise et lui envoya son poing dans la figure. Il le frappait. Donc, il vient le voir pour qu'il parte avec lui dans son zeppelin, puis il le frappe en même temps. Pourquoi? Eckner chancela un peu avant de lui enfoncer le sien très loin dans l'estomac. Donc, quand Zéphiro frappe Eckner dans le visage, Eckner le frappe dans l'estomac. Ça va bien. Zéphiro se plia en deux et riposta. Ils commencèrent à se battre, comme dans une cour de récréation. Eckner se retrouva le premier par terre à se tordre et à tousser. Zéphiro le regardait, écumant, hors d'haleine. « Qu'est-ce que je t'ai fait? » dit Eckner. « Tu le sais très bien. »« Non, tu as révélé à la police l'emplacement du monastère. Je l'ai donné à Esquirol et Joseph pour que tu ailles reconnaître Victor. Victor s'est évadé hier. » Eckner resta muet. « Je dois quitter l'Europe, » dit Zéphiro. « Ce monastère est toute ma vie. Je ne peux pas le mettre en danger. »« Moi aussi, padré. Je suis chez moi nulle part. Je ne reconnais plus mon pays. » Donc là, il fait référence à la montée du nazisme, au fait qu'il est plus maître de ses décisions, que les gens sont plus libres chez eux. Zéphiro se baissa pour l'aider à se relever. « J'ai fait tout ce que je peux, » continua Eckner. « Pour moi, l'Allemagne est déjà en guerre contre elle-même. Hier matin, la police est allée gratter le nom de notre ami Werner Mann sur le monument aux morts de son village, près de Munich. Le nom de Mann, tu entends? Hitler a donné cet ordre il y a 3 jours. Aucun nom juif sur les monuments aux morts de 1918, la fin de la Première Guerre. Werner Mann, le héros mort au combat qui avait signé le pacte violette avec Zéphiro et ses amis, venait d'être rayé de l'histoire, comme si son existence valait même plus la peine, était même pas assez digne pour être sur une pierre tombale. Les 2 camarades s'aidèrent à épousseter leurs vêtements.
Zéphiro épongea avec son mouchoir un peu de sang sur la lèvre d'Ekner. « Je ne vais pas t'encombrer longtemps, Hugo. Je resterai à New York tout l'hiver. Impossible de retourner au monastère pour l'instant. J'ai des projets. » « Il faut partir très vite, dit Ekner. Ta fausse lettre est un vrai torchon. Je ne sais pas comment la SS a pu se laisser prendre. Ça ne va peut-être pas durer. C'est vrai qu'éventuellement, ils vont se rendre compte que c'est n'importe quoi cette lettre-là. » Zéphiro fit enfin un sourire. Je me suis appliquée pourtant. Tu as vu qu'à la 7e ligne, je me suis décorée de la médaille de mon jambon préféré. Ils éclatèrent de rire. Ils se prirent à nouveau les mains. « Et Van Gogh? » demanda Ekner après un temps. Zéphiro resta silencieux. « Il lui est arrivé quelque chose? » insista Ekner. « J'ai peur de l'avoir mis dans une sale histoire. » Zéphiro essayait de rendre sa forme à son chapeau. Il raconta. « J'avais rendez-vous avec Van Gogh quand j'ai découvert que j'étais suivie. » Donc, il fait référence à la fois à la gare d'Austerlitz. C'était dans une gare à Paris. J'ai remarqué le photographe dans la foule, un des hommes de Victor. Il cachait un fusil sous le rideau de son appareil. Donc, c'est pas les caméras comme on voit aujourd'hui, c'était beaucoup plus grand, puis il y avait un petit rideau en dessous. Lui, il cachait un fusil. Tu es parti? Trop tard. J'ai vu que Van Gogh venait vers moi. Il a fallu faire comme si je ne le connaissais pas. Personne ne pouvait savoir qu'il était avec toi. Si, il a voulu me parler, il s'est approché. Il était content de me voir. Ils ne le retrouveront pas, répéta Ekner, avec chaleur. J'ai vu la lumière de l'appareil. Ils ont une photo. Une demi-heure plus tard, le Zeppelin s'était envolé. Le SS appela l'ambassade d'Italie pour dire que le fameux Paolo Marini avait oublié son manteau dans l'aérogare de Friedrichshafen. À l'ambassade, ce nom n'avait pas l'air fameux du tout. Il ne disait rien à personne. Mais quand l'officier détailla la liste de ses décorations, il entendit qu'on hurlait de rire à l'autre bout du fil. Donc là, il s'est fait prendre. Il y avait dans ces médailles de quoi faire un souper complet en Italie. Du saucisson à la panna cotta du dessert. Alors, c'est la fin du chapitre 30. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais également arrêter l'enregistrement.